Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Biné, 10h, 11h52. Nous avons juré la main sur le cœur, ne faire que notre travail. Et notre travail de manière principale consiste à vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Ce matin, nous sommes mardi et mardi entrepreneuriat. Nous n'allons pas faillir à notre tâche. Tous les mardis sur Info TV, dans le cadre du programme Espace Miné, nous prenons un pan de l'entrepreneuriat parce que nous pensons que si le Cameroun doit être développé, nous devons absolument faire avec les entrepreneurs. Nous devons entreprendre. Ce matin, nous posons une question. L'Afrique doit-elle miser sur l'entrepreneuriat sur le plan agricole? Quel est le regard que vous posez sur l'entrepreneuriat agricole en Afrique? Et le cas du Cameroun nous intéressera de manière très singulière. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Si vous le voulez bien, on marquera aussi un arrêt pour la dénonciation. Ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Tout cela se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Julien Ibrahim, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous les panélistes de ce matin. Et surtout un bonjour spécial à mon grand-père qui est en train de mettre sur pied un fan club de Espace Miné Entrepreneuriat du côté de Bertois. Ah bon? C'est une personne qui est âgée depuis de 90 ans, mais qui ce matin encore nous suit à la télé, donc je lui passe mon bonjour solennellement. Fan club Espace Miné Entrepreneuriat. Ah, ça c'est formidable. Hein? Il a 90 ans. Ah ouais. Il pense qu'il faut toujours entreprendre. Il pense qu'il faut toujours entreprendre. C'est un patriarche à l'est du Cameroun. C'est aussi un auteur. C'est quelqu'un qui il a une famille très élargie. Il a, je pense, en moyenne, il a eu 16 enfants. Donc, 32 petits-fils, 14 arrière-petits-fils et Incroyable. 7 arrière-petits-fils. Et il est encore debout. C'est ce qu'on appelle justement patriarche. Hein? Exactement. Et par moment, je vois quelques plaisantins là. Il achète un chasse-mouche là à Mokolo. Il met un faux chapeau sur la tête. Il va prendre un habit avec, je sais pas de quoi, des crocodiles ou de caïmans. Et il dit qu'il est patriarche. Il ne sait même pas parler sa langue. Hein? Ça va aller. Il n'a même pas deux proverbes dans sa gibecière. Il est patriarche. Ibrahim est expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise également. À côté d'Ibrahim, nous allons accueillir Joseph Zambo. Joseph Zambo qui nous accompagne justement tous les mardis. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Pafaïs et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien, surtout qu'on est face à un thème qui est très intéressant. L'entrepreneuriat sur le plan agricole. Ouais. Les agriculteurs sont certainement à l'écoute. Ah, ils doivent l'être parce que naturellement on pense que cela ne sont pas des entrepreneurs. On ne sait même pas que ce sont d'ailleurs, c'est le secteur le plus riche en réalité. Mais bon. Dans ce que nous appelons habituellement les grands pays, hein, les États-Unis et que sais-je encore, ce sont les grands, on les appelle les grands fermiers. Voilà. C'est eux qui font à un moment donné l'économie. Ils ont beaucoup d'argent et ils ont un pouvoir non négligeable. Oui. Bon, mais ici, dire à une femme qu'on est agriculteur, c'est dire qu'elle parte. Non, si tu fais la cour à une femme, tu dis que tu es agriculteur, la dame va te dire, mon frère, pourquoi tu m'as mis la malchance au corps? Qu'est-ce qui a été fait? Merci Joseph Zambo qui est également expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise en face des deux. Vous retrouvez donc le consultant Pierre Blériot qui restera le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin.
Pierre Blérugnemec, vous conservez le microphone pour la sagesse de ce mardi. La sagesse de ce mardi dit, dans une compétition, il est avantageux de regarder devant soi plutôt que les pieds de ses adversaires. Est-ce qu'on peut reprendre? Dans une compétition, il est avantageux de regarder devant soi plutôt que les pieds de ses adversaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance beaucoup plus vite si on se concentre sur soi-même que si on passe le temps à lorgner les autres. Oui. Et ça peut se voir dans la réalité. Vous avez souvent vu les courses de fond Tout à fait. ou les courses de vitesse. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un perde alors qu'il allait gagner? Il regarde les adversaires. C'est pas- Le temps de regarder, ça, les autres prennent une longueur ça vous d'avance. ralentit. En fait, le regard là, c'est un peu de la jalousie. C'est de l'envie. Le plus important, quand vous êtes devant, c'est d'aller le plus vite possible, de continuer à regarder votre objectif. Non pas les objectifs des autres. Parce qu'il y en a qui ont fait tomber leur structure parce qu'ils étaient très occupés à s'occuper des structures des autres. Tout à fait. Vous voyez quelqu'un... Cela se vérifie bien dans beaucoup de domaines. Hein. Le domaine qui me vient rapidement en tête, c'est le domaine de la communication, et plus précisément de la télévision. Ouais. C'est pas bien lorsque vous êtes en train de mettre sur pied un projet télévisuel et que vous dites déjà que non, je vais tuer Info TV. Je dois tuer telle chaîne de télévision. Au moment où tu es en train de réfléchir de manière aussi belliqueuse, Info TV réfléchit à voir comment il faut atteindre ses objectifs. Bon. Lui ne réfléchit pas à voir comment il faut tuer telle autre chaîne de télévision. Non, vous connaissez des gens qui pensent à tuer Info TV. Oui, je les connais. Non. Tu veux les noms? Non, Ah, d'accord, je les connais. bon, s'il en existe, je préfère leur dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, vous savez, j'ai un oncle, un petit frère à mon père. Il a 3 surnoms. L'un des surnoms, c'est Bruce Lu. Du nom de Bruce Lee. Tout à fait. Bruce Lee parce que l'oncle qui lui avait donné ce nom n'avait plus de dents. Mon oncle avait donc giflé un policier à aider, le policier est mort. Et l'oncle, le grand-père en question le voit, on l'amenait au tribunal, il lui dit que j'ai entendu que tu as giflé un policier, il est mort. Même Bruce Lee. Alors, mon oncle, en fait, son nom de naissance, son nom de baptême, c'est le raffia. Et sa mère aimait à dire qu'un seul tronc de raffia produit plus de vin que 9 palmiers. D'accord? Tout à fait. Celui qui peut comprendre. Il y a un raffia à Info TV. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, 10h, 11h52, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour.
Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce mardi, c'est un plaisir d'être là. Toute de rose vêtue. Ah oui, tout à fait. Vous êtes une rose. Oui, je suis une rose ce matin. La nuit a été? La nuit a été très très belle, franchement je me sens très en forme, je sais pas pourquoi mais bon. Ça c'est bien. Ouais. Chacun son Balthazar. Blaireau, je n'étais absolument rien de Non, je ne t'ai pas parlé non plus. Blaireau parle d'autre chose. C'est vrai quand même que Blaireau, nous allons marquer un arrêt majeur sur cette affaire. Hein. Balthazar. Soit aujourd'hui ou demain, on verra. Les femmes nous revendiquent déjà. On va faire comme ça, la Blaireau, ce n'est même pas un Balthazar. Est-ce que moi j'ai rien dit que je suis un Balthazar? Et ce n'est pas bon si tu n'as pas un Balthazar, ce n'est pas bon. Moi je ne suis pas un Balthazar. Je dis que si Balthazar vit au Cameroun, aura beaucoup de succès. C'est ce qu'il fallait. Balthazar se trompe. Et certains amis sur les réseaux sociaux ont commencé à me dire bonjour. Ah bon? Moi également, je leur dis bonjour ce matin. S'il arrive au Cameroun, il va être surpris de savoir qu'il y a beaucoup de Balthazar, de grands Balthazar cachés. Ouais, on a même dit que j'étais son coéquipier. Ah bon? J'adore les réseaux sociaux camerounais. On m'a pas de bonnes nouvelles ce matin. Si tu n'as pas le courage de parler de Balthazar avec ta femme ou ta copine ces jours-ci, c'est que tu es un peu heureux. Il faut en parler. Parce que les femmes regardent tout ça en secret. Voilà. Merci beaucoup, hein. Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité ces dernières 24 heures. Info Matin, le quotidien de Dieudonné Veng nous propose deux informations en bas une de ce journal. Vous retrouverez les propos de Simon-Pierre Fomon, le docteur parle du président Paul Biya, un homme d'État, démocrate et humaniste en page 3, et puis revalorisation des primes par le chef de l'État. Les chercheurs sablent le champagne à la une du quotidien ce mardi. Cette actualité ne passe pas inaperçue pour le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous dit ce matin que les chercheurs disent merci au chef de l'État. Une autre actualité intéresse le quotidien gouvernemental, notamment l'augmentation du prix des boissons à travers le communiqué du ministère du Commerce. Luc Magloire Mbagatangana, le gouvernement n'est pas d'accord pour cette hausse des prix, apprend-on. Et ce n'est pas fini, le gouvernement ne lâche rien, il signe et persiste, les prix ne changent pas, tel que nous précise le tri-hebdomadaire La Météo ce matin. Le communiqué du ministre du Commerce fait la une de ce journal. Les détails sont à retrouver en page 3. Ce 5 novembre, la bière fait mousser la presse nationale et quelques gouttes dégoulinent sur le quotidien Mutation. Seulement les prix pas du simple double, nous apprend Georges-Alain Bouillomo ce matin. Pour cela, le Mine-Commerce passe à l'action et rappelle la réglementation à la matière en page 7. Cette augmentation frauduleuse du prix de la bière a certainement une raison. Thierry Ekouti s'est chargé de mener l'enquête pour nous ce matin. Pourquoi les prix des boissons augmentent? L'économie quotidien présente son enquête en page 3. Après l'opération coup de poing concernant la hausse du prix des boissons hygiéniques, le ministre du Commerce s'intéresse cette fois-ci à l'import substitution. Le tabloïd Le Messager qui crée de cette information nous propose la recette de Luc Magloire Mbagatangana en page 3. Dans sa parution du jour, Capital Info présente un visage, celui d'un homme efficace qui lutte contre la vie chère. J'ai nommé Luc Magloire Mbagatangana. Le journal nous dit ce matin que le membre du gouvernement est inflexible et infaillible. À retenir également ce mardi dans le secteur des travaux publics, le quotidien Le Jour fait un rappel des chantiers routiers livrés entre 2019 et 2023. Aman Manin indique ce jour que des contrats de près de 69 milliards de francs CFA sont en cours pour les chantiers prioritaires. Faites un tour en kiosque ce matin et retrouvez le miroir à la fille du tabloïd. En nom, celui d'Ibrahim Hadi, un inspecteur des impôts, un vendeur du riz avarié. Le miroir envoie aussi ses reflets sur l'électricité. L'on peut voir en page 4 les nouveaux paliers de consommation. Depuis le 1er novembre 2024, les tarifs des clients d'électricité en mode prépayé sont harmonisés avec ceux de la grille tarifaire de 2012. Apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce mardi. Le billet hebdomadaire Le Pont affiche également le compteur du changement pour les clients des prépayés. Thierry Patrick Ondoa parle de l'harmonisation des tarifs en page 4. Et puis Homo et Opus, Paul Biya, unité, démocratie, développement
développement et émergence à lire dans ce journal. Demain, c'est le 6 novembre 2024. La date marque la session du président Paul Biya à la magistrature suprême. Et bien, en prélude à cet événement, Diapason fait le bilan des 42 ans du renouveau. La liste est longue. Faites un tour de la page 4 à 5 pour en savoir davantage. À l'université, les choses se peaufinent peu à peu. C'est le cas de l'université de Yaoundé 1. L'universitaire nous donne les échos de la cérémonie d'installation des nouveaux responsables. Le professeur Rémi Magloire-Etoile prescrit l'engagement, l'efficacité et même la discipline pour la modernisation de l'institution. Pour refermer la revue de la presse ce mardi, exceptionnellement pour vous, nous parlons de l'actualité politique étrangère, vivant les dernières heures de la présidentielle américaine avec la presse internationale. Tout d'abord, de New York présente la Statue de la Liberté qui a quitté son siège pour se positionner sur une corde raide. L'image parle d'elle-même. Rien n'est gagné. Le Figaro s'intéresse également à cette présidentielle et nous dit c'est 5 novembre que Donald Trump, le républicain, et Kamala Harris, la démocrate, les deux Amériques sont dos à dos. Et dans cette présidentielle, il y a un candidat qui est très confiant ce matin, c'est l'ex-président américain Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Le Temps nous informe que Donald Trump prévoit d'annoncer sa victoire et se prépare à contester une défaite qui sera donc le nouveau président des États-Unis, Kamala Harris ou Donald Trump, avec le journal Le Soir. Le Monde est suspendu. Aujourd'hui, c'est le jour de vérité dans les urnes. D'après les informations relayées par la presse internationale, les votes seraient très très serrés. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Excellente journée à vous, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très prudente. Merci beaucoup Joseph Ibrahim Pierre Blériot. Aujourd'hui est donc jour de vérité pour l'un des pays les plus puissants au monde. Je voudrais parler des États-Unis. Le jour de vérité entre Trump et Kamala. L'élection présidentielle, c'est aujourd'hui en soirée. Certainement, nous aurons les résultats. Qui de Trump ou Kamala devra finalement diriger les États-Unis? Est-ce que pour une fois, les Américains vont oser en élisant un chef d'État qui est une femme? Je vous passe d'abord la parole, Pierre Blériot. Oui, mais l'Amérique, c'est le pays de tous les possibles. Nous en étions encore il y a quelques décennies à imaginer qu'un jour, un président noir pourrait prendre la tête des États-Unis. Cela s'est fait. Et Barack est venu. Barack est venu. Et aujourd'hui, nous en sommes à nous demander si ça peut être une femme qui est aussi d'origine pas américaine. Tout à fait. Donc, Harris Kamala, mais moi je pense honnêtement qu'elle est bien partie pour battre Trump. Je pense qu'elle est bien partie pour battre Trump, que demain lorsque nous serons ici, nous serons probablement en train de fêter la victoire de la première femme à la tête des États-Unis. Cela dit, il faut admettre que les États-Unis ont encore un côté conservateur. Ce n'est peut-être pas le côté majoritaire, mais il y a beaucoup de conservateurs aux États-Unis. Et parmi les principes qui guident l'action des conservateurs, il y a bien le fait qu'il y a une sorte de sexisme, je dirais même davantage une forme de phallocratie, c'est-à-dire qu'on estime que le pouvoir doit davantage revenir aux hommes. Bon, les États-Unis aussi, je vais sortir par là, nous donnent l'impression d'être en panne d'hommes politiques, hein. Regardez une superpuissance. Véritablement, les deux candidats qu'on nous a présentés, c'est des pis-aller. C'est-à-dire que, comme on dit vulgairement au quartier... Il faut dire que ce n'est véritablement pas de gros titans. Non. Ce ne sont pas de gros baobabs. Si Trump revient aujourd'hui aux Si Trump a réussi à revenir, cela signifie qu'il y a quand même un problème au niveau de l'offre politique, au niveau des États-Unis. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon... Pareil pour la dame, il y a à se poser des questions. Je crois que la démocratie américaine a tellement verrouillé ses principes que finalement elle ne fait émerger que les gens qu'elle-même veut faire émerger. Et ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Nous avons, vous voyez, le personnel politique en France souffre de la même maladie. Vous voyez, une puissance comme la France, qui n'arrive pas à renouveler son personnel politique. Il faut observer que c'est les mêmes, ils commencent même à devenir vieillards.
celui qui m'impressionne le plus personnellement en France, comment on appelle le président du parti des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, il va faire vieux bientôt. Il va faire vieux bientôt. Merci Pierre Blériot, Ibrahim Maxime Julien. Ce jour est donc jour de vérité du côté des États-Unis, que nous le voulions ou pas. Le monde entier regarde donc cette élection avec grand intérêt, parce que par moment, les grandes orientations au niveau du monde viennent des États-Unis. L'élection se tient donc aujourd'hui entre Trump et Kamala. Pour vous, le cas bat pour qui? Ou alors selon certains indicateurs, même s'il faut comprendre qu'au niveau des sondages, ça joue serré. Il est clair que ça joue très serré, parfois ici, parce qu'il y a une forme d'équilibre de force. L'Amérique est une nation qui a... dont les habitants ont plusieurs couleurs. Il y a les noirs et puis il y a les blancs. Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'avec la dame qui est en train de battre campagne, Barack Obama, lui, il lui a prêté main forte. C'est-à-dire le peuple noir, sur un positionnement, a levé la main de cette dame. Et on sait que les Américains, à l'heure actuelle, la majorité même sont des noirs. Et donc, du coup, qu'est-ce que Trump, lui, va faire? Il va aller s'allier avec l'homme le plus puissant économiquement parlant, Elon Musk. Donc, on a ici un équilibre entre les personnes et le pouvoir de l'argent. Donc, Blériot, il a dit, la dame peut devenir président. Je vais maintenir l'équilibre en disant que Trump peut devenir président. Parce que l'argent, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire basculer. Ça peut faire basculer beaucoup de choses. Avec l'argent, on fait un max de communication, on influence des raisonnements. Et c'est assez tendu. La dame, elle a des chances, mais moi, je suis beaucoup plus pour Trump. La dame a des chances, mais Ibrahim est beaucoup plus pour Trump. Alors, Joseph Zambo, Trump, Kamala, qui sera président ce jour, le nouveau président des États-Unis? En tout cas, moi, je suis un entrepreneur et je pense que Trump, pour moi, c'est le meilleur profil. C'est d'abord un homme d'affaires. Et un très grand homme d'affaires. Ah, oui. Son agent participe pour beaucoup pour le pays dont il veut être président. Je ne pense pas qu'il soit celui qui ne souhaite pas le bonheur de ce pays-là. Sinon, il a beaucoup à perdre. En dehors peut-être d'être président, il a beaucoup d'autres choses à perdre. Mais certains pensent que Trump, une fois de plus à la Maison Blanche, ça ne fait pas l'affaire des Africains. On trouve qu'il est un peu dur. On trouve... qu'est-ce qu'il a dit dernièrement? Il devait bloquer la route. Attends, il a dit qu'il devait mettre sur pied une loi sur... qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Bref, c'était pas très loin des propos racistes, de toute façon. Bref, les gens qui ne sont pas des Américains, qui vont commettre des gaffes, entre guillemets, aux États-Unis, devaient être extrêmement... châtié, c'est-à-dire avec la dernière énergie par rapport aux Américains de souche. Bon, en tout cas, pour le moment, quand même... Alors, quand un futur président, entre guillemets, tient ce genre de propos, est-ce que ça ne fait pas froid au dos? Au moins, lui, il le dit ouvertement et il le dit peut-être avant pour vous préparer. Ah, vous appréciez la sincérité de l'homme? Il est sincère. Il est sincère dans ce qu'il dit, et voilà. Mais moi, je reste convaincu que par rapport à plusieurs présidents américains qu'on a souvent eu, Trump n'est pas mauvais quand même. À un moment donné, j'ai eu la nette impression que Trump représentait l'Américain de souche. Trump représentait l'Américain dans toute son arrogance, dans toute sa suffisance, et dans toute son impolitesse. C'est-à-dire que Trump ne se cache pas. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que c'est comme ça que sont les Américains, comme Trump est là? La preuve est que dans l'avenir d'avoir été élu, donc les Américains se reconnaissent en Trump. Et il peut être à nouveau réélu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas reprocher quelqu'un d'être lui-même. Si vous dites que les Américains sont comme ça et qu'il est comme les Américains, ils aiment la suprématie. Ils aiment ça, ça signifie qu'il est la meilleure personne pour représenter ce pays dont il en a toute la représentativité. Mais de l'autre côté, je dis très bien qu'il a aussi une loi intéressante là sur les affaires des gens qui vont ensemble et tout. Et il a dit, oui, il est contre. Il a dit que moi je suis là et puis ça ne va plus exister. Donc c'est bien. Trump pense qu'un homme doit aller avec une femme. Voilà. Balthazar ne dit pas le contraire. Hein. Oui. Il n'y a rien de mal. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme c'est Espace Miné. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous redonnons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfois, ici, la dénonciation de ce jour est un peu ubuesque. Les gens aiment parler ce genre. En fait, c'est un membre de famille qui a assisté à un mariage qui est venu se plaindre. Le mariage de son cousin a été organisé récemment. Son cousin s'est marié à une femme. Nous, en Afrique, on se marie encore avec les femmes, surtout au Cameroun. Les hommes se marient avec les femmes. Donc, pour ceux qui nous suivent dans les pays où on se marie entre hommes, ça ne vous concerne pas. Donc, il y a eu mariage ce week-end. Mais la particularité de ce mariage, et que dénonce celui qui est venu me voir, c'est qu'il y avait 2 buffets. Il y avait d'abord une façon de disposer les familles. On a séparé les familles. La famille de l'homme était assise totalement de son côté, sans mixture, et la famille de la femme d'un autre côté, vraiment avec une barrière étanche au milieu. On a ainsi séparé également les buffets. Il y avait un buffet pour la famille de la femme et un buffet pour la famille de l'homme. Sauf qu'à un moment donné, le buffet de la famille de l'homme est fini. Il faut traverser. Il fallait traverser. Il y avait encore des membres de ce côté. Et celui qui gérait le protocole a dit non, quand ça finit chez vous, vous laissez. Pourtant, il y en avait encore suffisamment du côté de la femme. Ils sont allés vers leur fils, leur frère, pour lui dire que nous, on n'a pas mangé encore. Alors qu'on voit de la nourriture de l'autre côté, il leur a dit, bon, vous allez attendre que tout ce monde se soit servi. S'il en reste, vous allez manger. Alors, lorsque tout ce monde s'est servi, il est resté de la nourriture. Sauf que la famille de l'homme a estimé que c'était mal organisé. Il ne leur revenait pas d'aller manger les restes de la famille de la femme. Il est donc venu me voir estimant que c'est une très mauvaise organisation d'un protocole dans un mariage. Incroyable. Ok. Et ça en est mêlé. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Ce n'est pas de notre faute si nous avons connu cette coupure. La société Eneo a fait ce qu'elle sait faire de plus, c'est-à-dire énerver les Camerounais en coupant l'électricité. Maintenant, nous émettons avec notre groupe électrogène. Et c'est Blériot qui avait fini de raconter la dénonciation, une mauvaise organisation d'un mariage qui tourne finalement au vinaigre. Je passe d'abord la parole à Ibrahim. Ibrahim, finalement, à qui la faute dans cette dénonciation? Parfois ici, je crois que ici, là, dans ce cas de figure, on n'a pas considéré ce que signifie mariage. Le mariage, c'est l'union entre, au-delà de 2 personnes, de 2 familles. Tout à fait. On a dit, même dans la Sainte Bible, que l'homme va quitter son père et sa mère, il va aller s'attacher à sa femme, et les 2 vont former un seul et même corps. Et donc, il n'est pas très apprécié, à mon sens, que dans l'événement même qui illustre l'union entre 2 familles, non seulement on sépare les 2 familles en mettant la famille de l'homme de l'autre côté et la famille de la femme de l'autre côté. C'est comme si dans les préludes de ce mariage-là, il n'y avait pas de disposition qui facilite le fait qu'on veut créer un environnement où la belle famille cause avec la belle famille, ou mange avec la belle famille. Donc c'est une organisation qui, à mon sens, est très mauvaise et devrait être remédiée totalement. Donc maintenant, la belle famille, effectivement, a le droit d'estimer que, je pense, c'est du côté de l'homme. Oui, c'est la nourriture du côté de l'homme qui est d'abord finie. Qui est d'abord finie. L'homme, c'est le chef de la famille, c'est-à-dire que la dame même en question, le comité d'organisation devait prioriser ce genre d'aspect-là. Donc vivement, nous allons continuer simplement à dire que il faudrait que nos parents, notre population camerounaise, essayent de comprendre la pertinence de l'unité ou de ce qu'incarne le mariage. Parce que ça là, c'est pas le mariage, c'est une façade. Ça, ce n'est pas le mariage, c'est une façade. Joseph Zambo, c'est quand même surprenant. Je pense que Ibrahim a mis le doigt dans la plaie. Chez nous, en Afrique, au-delà du fait que le mariage soit l'union de 2 individus, un homme et une femme, il y a également que le mariage, c'est l'union de 2 familles. C'est des 2 familles scellent une amitié, elles scellent
un amour et avec tout ce qui va avec. C'est quoi cette affaire où vous êtes dans une salle, on met d'un côté la famille de l'homme et de l'autre, de manière hermétique, la famille de la femme. On continue. Un côté, le buffet de la famille de l'homme et l'autre côté, le buffet de la famille et de la femme. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que vous ne pouvez pas soupçonner que dans le cadre de ce mariage, il y a des choses qui ne tournent pas rond, il n'y a véritablement pas amour? Bon, déjà, c'est bien parce que le sujet est posé sur quelque chose que je maîtrise bien assez. J'en ai une activité autour de l'événementiel. Bon, déjà, il faut savoir que lorsqu'on vient faire la cérémonie de la grande soirée, on a déjà fait la dot. Ça signifie que les deux familles se sont déjà réunies. Voilà, le mariage est déjà fait, puisque la soirée, c'est pour conclure, c'est pour fêter l'union traditionnelle et peut-être civile aussi. Mais alors, lorsqu'on vient disposer les tables pour manger, ça signifie que c'est un plan qui a été préalablement mis. Donc, le marié savait que sa famille va manger d'un côté et la famille de la femme de l'autre côté. C'était préétabli. Ce n'est pas dans la soirée qu'on vient créer les dispositifs. Et je pense que cela a été fait à dessein et la conséquence aussi le juge. Parce que si la famille de l'homme était assez sympathique, la nourriture étant finie, l'information ne devait pas remonter jusqu'au mari. On peut sursoir cela juste... Vous voulez dire la famille de la femme? La famille de... Non, même au père du mari lui-même. La famille d'homme, la nourriture étant finie, devait faire quoi? C'était... Mais qu'est-ce qui est le plus important dans un mariage? Manger. Ok. C'est ça. Il y a des gens qui viennent pour manger. Il y a quelqu'un qui a dit on parle là-bas. Il a marqué d'économiser 500 €. Il y avait le mariage. Bon, maintenant, le problème étant ceci, monsieur Nyemek. Oui. Lorsque la nourriture finit, la première question c'est que est-ce que cette nourriture était d'abord insuffisante? Est-ce que cette nourriture était d'abord insuffisante à la base? Parce qu'il y a des gens qui se servent pour 10. Hein. La nourriture était insuffisante puisqu'elle n'a pas suffi. Oui, on peut encore en mettre même le double de ce qui a d'abord été mis et après ça finit encore. Parce que je pense que lorsque les Wendy Planner ou bien les entreprises événementielles organisent une soirée, c'est en fonction du nombre d'invités qu'on dispose de la nourriture. Mais si une personne se sert pour 5, c'est logique que la nourriture finisse. On n'a pas donné les billets d'invitation pendant la soirée. Les billets ont été donnés en avance. Donc moi je pense que si la nourriture est finie au départ, c'est parce que les gens se sont mal servis. Première chose. Deuxième chose, le mari a eu une... Bon, c'est vrai que la vraie réponse aura été, vous attendez, ou bien ne même pas permettre à ce qu'ils aient l'envie d'aller manger le cocoté. Mais quelque part, il a eu confiance à la famille et de se dire qu'ils sont capables de comprendre. Mais ils ont dit un oui pour après dire non. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas et le marié il est conscient de la situation. Il connaissait sa famille. Merci. Joseph Zambo, Pierre Bleureux, une affaire de nourriture. C'est vrai qu'on peut en parler là pour certains, ils peuvent en rire. Mais moi, je vais vous dire que ici en Afrique, il ne faut pas blaguer avec les problèmes ayant trait à la nourriture, ou bien au vin. Lors des grandes manifestations, les mariages, les anniversaires, y compris les deuils. Alors, si ta famille est donc venue à ton mariage, et une partie de ta famille n'a pas mangé, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas comprendre cela au premier degré, Blériot. Ok, j'ai entendu M. Zambo parler, il a parlé de l'événementiel. Lors de la dot, on donne la nourriture à la famille de qui? La famille de la femme. La famille de la femme. Bien. Quand vous allez chez votre fils qui est marié, qui vous donne la nourriture? Votre fils, c'est sa femme. C'est sa femme. Ça veut dire que votre belle-fille vous a affamé. Première chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme a affamé ses maris. Elle a refusé la nourriture à ses maris, elle a nourri. Ça montre comment ça va se gérer ou comment ça se gérait déjà dans ce couple quand ils étaient fiancés. C'est-à-dire que c'est une femme qui privilégie. Ce n'est pas que la famille de la femme, c'est les mêmes Africains. C'était même des bêtises de deux côtés. Donc il n'y a pas un côté qu'on va dire que ceux-ci savent manger, les autres ne savent pas manger. La femme, il y a des femmes comme ça. Si vous faites attention, bon, quand vous n'êtes pas un homme suffisamment charismatique, quand votre maman arrive,
On lui sert la nourriture comme si on servait je sais pas, à n'importe qui. Mais quand votre belle-mère arrive, on fait la grande table. Si vous prêtez attention, il y a des femmes qui ont cette éducation. C'est à vous, l'homme, de corriger ce genre de choses. Je crois que ce monsieur a plutôt été épousé par sa femme. Parce que pour que tu divises d'abord les familles qui doivent être une de cette façon, et pour qu'on soit obligé de venir me dire, parce que certainement les buffets étaient déséquilibrés. Et moi, j'ai même une question. Voilà, on vient de me dire que le buffet de ma famille est fini. Si le buffet de ma famille est fini, ma famille passe dans ton buffet, si c'est toi qui as choisi cette option-là, et ma famille se sert en priorité. Pour l'instant, Blériot, est-ce qu'on sait qui a choisi cette option de diviser les familles? Non, là, honnêtement, je n'ai pas eu cette information. Donc, mais si c'est... on ne peut pas appliquer cette rigueur. Parfait, ici. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Quand vous-même, vous allez vous marier, si c'est quelqu'un qui a apporté cette idée qu'il y aura... on va scinder les familles en salle, on va scinder les buffets, est-ce que le marié n'a pas eu cette information? Il a eu cette information. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. La faute à qui? À lui. Voilà. À lui. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais parfait, ici, comme je vous le disais, si votre père vient chez vous, il ne mange pas, je vous assure qu'il ne vous accusera jamais. Parce qu'il estime que son fils n'a pas les marmites ici. Il accusera la personne qui gère les marmites. Ma belle-fille m'a refusé la nourriture, c'est le principe. Donc cette femme-là a engagé un combat qui va durer. Elle a laissé affamer sa belle famille. Je crois qu'elle doit le couple doit se rattraper. Il doit faire un géant repas et inviter la famille de l'homme à manger. Sinon, je ne leur prédis pas des jours... Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais arriver sur le budget. Oui. C'est-à-dire que si à un moment, le repas a manqué sur une table, ça veut dire qu'il n'y en avait pas suffisamment. Non, mais il y en avait suffisamment. De l'autre côté. Ouais. Mais d'un autre côté, il n'y en avait pas suffisamment. Parce que l'une des procédures a été, ne vous inquiétez pas, on va recharger les plateaux, vous allez pouvoir manger. Le fait qu'il n'y ait pas cette possibilité indique déjà le fait qu'il n'y avait pas de réserve possible. Est-ce que ce n'était pas une problématique de budget? Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que par hasard, je dis des choses comme ça, c'est toi qui connais la famille en question? Non, je ne la connais pas. Je ne connais pas personnellement. Connaître une telle famille. On est venu dénoncer. Voilà. Est-ce que par hasard, parce que parfois dans les mariages bêtis, la famille contribue à faire en sorte que le mariage aille bien. Oui. Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train d'assister à une situation où la famille de la femme a beaucoup contribué et la famille du mari n'a pas beaucoup contribué et ça a créé le scénario actuel. Qui fait en sorte que moi je suis arrivé dans un mariage et j'ai constaté que ce qu'il y avait à la table du côté A n'était pas la même chose qu'il y avait à la table du côté B. J'étais intéressé par manger du riz sauté avec des brochettes, mais là on m'a dirigé, il y avait le couscous. Et de l'autre côté, les gens qui sortaient de là-bas, ils avaient tout. Mais est-ce que c'était pas aussi une question de budget? Moi, je voulais inviter les gens vraiment à regarder cette situation-là et à se dire, si à un moment vous avez des problèmes de budget dans votre mariage, faites un événement à votre taille. Et si vraiment vous sentez que même si la famille de l'homme n'a pas donné l'argent et que c'est beaucoup plus les frères de la femme qui ont donné l'argent, donc ils doivent bien manger. Ibrahim, dans la même logique, ceux qui se marient sur le dos des gens, c'est pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire, vous faites le programme de votre mariage, vous comptez qu'Aïssi va me donner 250 000, Ibrahim va me donner 150 000, Zabo, non. C'est aussi ça qui génère des choses pareilles. C'est ton mariage. Il faut te marier avec tes moyens. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, nous allons lire les nombreux messages. D'abord, ces messages qui nous ramènent à l'actualité majeure de ce jour sur le plan mondial, l'élection américaine. Mon pronostic, c'est Trump qui gagne. Kamala montre beaucoup de failles. Elle est aérienne face à certains problèmes importants. Elle montre son incapacité à diriger le pays le plus puissant du monde devant un Trump expérimenté. En plus, les démocrates sont à l'origine de la déstabilisation du monde, notamment l'Afrique. Par ailleurs, Kamala, visiblement pas préparée, ne peut pas gagner là où Hillary Clinton, qui s'est bien préparée, a échoué. Enfin, les Américains n'élisent pas leur président pour s'occuper de l'Afrique. Trump a en plus la crainte de Dieu. Vivement Trump. C'est signé Dieudonné Nvan. Voilà. C'est le PDG de la météo qui donne son avis. Merci.
pour cet avis. Alors, prenons d'autres préoccupations ce matin. Bonjour Perfecto, par rapport à la dénonciation du jour, soit ce mariage sera célébré à nouveau dans la même salle, soit ils le feront aux futurs obsèques. C'est compliqué, hein? Nos oncles ne sont jamais là, mais quand il s'agit de nourriture, ne blaguez pas avec eux. C'est signé Landry et Chémon. Autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. La cérémonie de la grande soirée est le couronnement du mariage. La fête, l'ambiance, les réjouissances et festivités. La chop. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, la chop veut dire la nourriture. Non. Mais sauf que je pense à mon humble avis que le problème se trouve à l'intérieur même de cette union entre ces deux personnes. Laissons les affaires de nourriture, ce couple a des problèmes. C'est Victor de Nkondongo. Autre message, allons au 213. L'Algérie. C'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour Perfecto. L'Unkuta de la modération. Perfecto, je suis très fâché ce matin. Je ne sais pas qui a donné l'autorisation à certains Camerounais de parler au nom de tous les Camerounais sous prétexte d'une rivalité entre Ivoiriens et Camerounais. Excusez-moi d'être hors sujet, Perfecto, mais je suis très inquiet quand j'essaie d'analyser la stabilité mentale et psychologique des Camerounais. C'est quoi ce peuple qui adore la médiocrité? Ce peuple qui adore la débauche et l'échec? On nous a seulement maudits, sommes-nous encore normaux? Bon, finalement, vous parlez de quoi dans votre affaire là? Vous passez le temps à insulter les Camerounais et tout et tout. Oui, non, mon ami de l'Algérie, je saute. Voilà. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Hein? Bonjour à toi, le grand Balto de la modération. Un bonjour très spécial au Martial Tadé. Au Martial Tadé de la consultation. En effet, il s'agit d'une situation où le gars est tombé sur une famille un peu plus nantie que la sienne et il est complexé au point de renier sa famille. C'est Wilfried Eban Ngonga Baltus. Vous avez le nom de quelqu'un, hein? Eban Ngonga. Non, il a copié simplement. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, cette femme est une très mauvaise femme, car pour ma part, dans un mariage ou un ménage, la priorité revient à la famille de l'homme, selon l'éducation bantou. Je ne pense pas. Non. La priorité revient plutôt à la famille de la femme. Oui. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour aux démineurs. Par rapport à cette dénonciation, je crois que les problèmes de ce mariage n'ont pas commencé à la soirée. Il y a des non-dits depuis la dot. Si les mariés ne règlent pas ce problème, leur mariage est voué à l'échec. C'est Maman Madoudodja qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. L'Unkuta de la modération, l'Unkuta de modérateur, juste pour te dire que le grand qui moi je vais pas lire parce que ça risque de créer une folle polémique. C'est certainement ce que tu veux, hein, mais je vais pas te donner cette occasion. Si c'est ça mon concurrent, j'ai peur de rire, hein. Et la personne là même le sait. Alors, je préfère me concentrer aux choses un peu plus sérieuses. Bonne journée de mardi, monsieur Aïssi. Bonne journée au panel. J'ai bien peur que les histoires d'empoisonnement qui défraient la chronique ces dernières années lors des célébrations de mariage ont créé une psychose chez certains dans notre pays. Ce n'est pas pour dédouaner les auteurs de ce geste que je ne trouve pas bien en soi. Concernant les élections aux américaines, la récente bourde de Biden où il a traité les partisans de Trump d'ordures aura-t-il fait de donner de l'avance à ces derniers? Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Allons au 242. Il s'agit là du Congo-Brazzaville. Que dit le téléspectateur? Séparer les familles
et par conséquent, les buffets pendant un mariage n'est pas très bien. Quelqu'un l'a dit sur le plateau, le mariage est l'union de deux personnes et de deux familles. Maintenant que cela a été fait, je pense que le buffet a été fait en fonction du nombre d'invités de chaque famille. Tenez, on a vu des invités qui, au lieu de manger et boire, ils mettent dans les plastiques et après, ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Des gens reviennent à des cérémonies avec des sacs de nourriture pouvant nourrir toute une famille pendant une semaine. Bonne émission et bonne continuation. C'est Jacques Noir qui envoie donc cette préoccupation. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour le Balthazar de l'info. Non, je suis pas d'accord. C'est un mariage où l'homme n'a rien fourni. C'est pourquoi la famille de la mariée se comporte ainsi. Autre message ce jour, salut les experts des mineurs. Non, Blériot, la famille du mari, ce sont des gloutons. Il est bien vrai que c'est l'argent de leur enfant. On part pas dans une cérémonie pour aller au buffet plusieurs fois ou alors pour se remplir le ventre. C'est un repas symbolique. C'est Oumar à Omnisport et qui envoie cette préoccupation. Bonjour au Balthazar de la modération. Non, je suis pas d'accord. Si tu dragues une femme, elle t'envoie balader parce que t'es agriculteur, c'est simple. Change et dis que t'es Balthazar. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Ça peut aussi être que le buffet était équitable, mais les invités de la famille, de la femme ne sont pas tous venus. C'est Jules depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour Espace Miné. Concernant la dénonciation, j'aimerais dire que le mariage c'est l'union de deux familles par l'intermédiaire de deux personnes. Ceci dit, il n'y avait pas mariage dans cette cérémonie et l'homme là va beaucoup souffrir dans cette chose que je ne saurais nommer étant donné que ce n'est pas un mariage. Autre préoccupation ce mardi matin, allons au 225 ans, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, nos frères et amis ivoiriens. Mais il y a certaines personnes qui veulent absolument que les Ivoiriens et nous ayons des problèmes. Je tiens à vous dire solennellement que le peuple ivoirien est un peuple sympathique. Je suis allé en Côte d'Ivoire au moins une fois et j'ai vu comment ils sont sympas, accueillants, hospitaliers. Vous avez parfaitement raison, sauf que les peuples de Facebook sont pour la plupart des peuples un peu stupides. C'est-à-dire le peuple camerounais de Facebook et le peuple ivoirien de Facebook. C'est vrai. Si c'est là-bas qu'on cherche les peuples, ils sont souvent un peu toc-toc. Bonjour Perfecto, bonjour Blériot, Zambo, s'il te plaît, demande à ton boss de prendre une tablette pour toi, pour lire les messages. Le téléphone n'est pas élégant en télévision, et s'il ne l'achète pas, moi-même je vais te l'acheter. C'est ma dénonciation. C'est Owen Gilles de la Côte d'Ivoire. Tu vois donc, je te parlais des... Je viens de vanter les Ivoiriens. Je te parlais des Ivoiriens de Facebook et des Camerounais aussi. Alors, il dit qu'il s'appelle Owen Gilles. Owen Gilles, si tu devais donc m'offrir un téléphone, est-ce que tu as une tablette, voilà, une tablette. Ouais. Envoie simplement, ça ne sert à rien de faire des gros discours. Gilles Owena de la Côte d'Ivoire. Autre message ce matin. Oh Blériot, trop de messages. Lisons ce dernier message. Il a de la chance. C'est Youssouf de Douala. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Aïssi. Lis mes messages s'il te plaît. Par rapport à la dénonciation, 1. On ne devrait en aucun cas séparer les familles. 2. Ni séparer les buffets. Ce mariage ne va pas mettre long. Voilà, Youssouf. J'ai donc lu tes messages. À tout de suite pour la suite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun.
Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce que et de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous nous posons la question de savoir si l'Afrique doit miser sur l'entrepreneuriat sur le plan agricole. Quel est le regard que vous posez sur l'agriculture en Afrique lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Et nous l'avons dit, le cas du Cameroun nous intéresse de manière fondamentale. Comme d'habitude, je vais d'abord passer la parole à Joseph Zambo pour nous planter le décor. Lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat sur le plan agricole, cela implique quoi? Cela signifie quoi? Qu'est-ce que nous devons retenir de manière essentielle? Alors, l'Afrique, avec justement ses vastes terres arables et sa biodiversité riche, possède un potentiel agricole immense. Pourtant, malgré cette richesse, le continent fait face à des défis économiques significatifs. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat agricole émerge comme une solution prometteuse pour stimuler le développement économique, améliorer la sécurité alimentaire et favoriser la durabilité. Donc, et pour ce fait, lorsqu'on parle justement de sécurité alimentaire ici, on parle de la sécurité alimentaire au niveau de l'enjeu crucial pour le continent africain. Avec une population forte et croissante, il est impératif de produire à suffisance de la nourriture. Voilà, pour répondre aux besoins des populations. Et pour ce faire, on doit augmenter la production locale, c'est-à-dire les mamans du village et tout. Il faut que cela augmente considérablement. Et de l'autre côté, il faut réduire la dépendance, c'est-à-dire toujours consacrer à nos préférences de plats les nourritures extérieures. Et si on devient dépendant aux nourritures de l'extérieur, au niveau de notre agriculture locale, il y a un très gros problème. Mais la partie la plus intéressante pour nous ici, c'est que, quoi qu'on dise, l'entrepreneuriat agricole ou l'agroalimentaire est le secteur qui emploie plus de personnes. Et voilà exactement la raison pour laquelle cela doit être une préoccupation première du gouvernement, parce que pour faire un champ de 50 hectares, 100 hectares, il faut fortement une main-d'œuvre qui n'est pas forcément très qualifiée, mais il faut une forte main-d'œuvre pour pouvoir travailler autour de ces activités-là. Donc la création d'emplois, justement, est résolue à partir de l'entrepreneuriat agricole, si on peut dire ça comme ça. Et surtout, cela encourage l'auto-emploi. Parce que réellement parler, pour créer une entreprise agricole, on n'a pas forcément besoin de beaucoup. Parce qu'il faut simplement avoir des terres qui, naturellement, dans nos villages, nous en avons. Et il faut avoir de la force physique qui, naturellement, si on est en bonne santé, on en a. Ça machette et on peut commencer sur 1 hectare et puis progressivement évoluer. Et puis au niveau du développement économique, cela stimule l'économie locale. Lorsque dans nos villages,
Tout le monde a son champ. Au-delà du champ traditionnel pour nourrir les familles, chacun a son champ. Chaque parent peut envoyer son enfant à l'école, chaque parent peut avoir ses petits médicaments, chaque enfant peut avoir de quoi acheter les bifaka, un peu d'huile, un peu de cubes de temps en temps et tout. Cela stimule l'économie au niveau de nos villages et tout ça remonte directement vers les villes. Et on a des marchés pleins et on peut s'ouvrir à vendre aussi aux populations proches lorsque nous sommes suffisamment rassasiés. Et là, on résout justement la situation de l'import-substitution. À partir du moment où nous produisons déjà bien assez, il est logique qu'on ne va plus importer beaucoup parce qu'on en a à suffisance. Maintenant, au niveau de l'attraction des investissements, il reste encore logique que lorsque le gouvernement investit suffisamment d'argent pour que les entrepreneurs agricoles puissent se positionner, en ce moment-là, on ne va pas parler des investissements des personnes extérieures ou bien des entités extérieures lorsqu'on parle de 1, 2, 3, 4 hectares. Mais lorsque une communauté locale, justement à travers les mairies et autres, peuvent miser à ce que les populations fassent du 100, 200, 300, 500 hectares, il y a des investisseurs à l'extérieur du pays qui peuvent déjà trouver intérêt à miser de l'argent dans ces activités, peuvent trouver intérêt à donner de l'argent, à avancer même de l'argent, à mener des grandes machines, à venir même acheter ces cultures lorsqu'on commence à parler des quantités importantes. Mais malheureusement, pour moi, c'est encore de l'artisanat. On se trouve encore à 2, 3, 4 hectares et ça n'intéresse personne. Ça, c'est juste encore pour manger et payer de l'huile. Mais quand on parle d'entrepreneuriat agricole, c'est qu'on est à un niveau industriel. Des grosses quantités d'espace qui sont utilisés et on en a des terres suffisamment vides, disponibles à ce qu'on puisse faire ces exploitations-là. Et au niveau de l'innovation, cela va aussi amener justement les ingénieurs et bien d'autres personnes à miser sur l'innovation technologique en créant des machines qui peuvent labourer le sol, qui peuvent gérer l'activité agricole, parce qu'on en aura un gros business qui quitte à partir des champs et ça soulève tous les autres maillons. L'informatique qui tourne autour de l'agriculture, la logistique à machine qui tourne autour de l'agriculture et bien d'autres activités puisqu'on parle de la production, consommation et même de la distribution, donc en transport et autres. L'agriculture, c'est la base. Et il faut vraiment que cela soit une préoccupation importante et cela va renforcer automatiquement des capacités et renforcer l'économie camerounaise d'une manière naturelle. Merci, Joseph Zambo, pour ce décor que vous venez de planter. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, je le disais tout à l'heure, le cas du Cameroun va beaucoup plus nous intéresser. Alors, pour le cas justement du Cameroun, surtout la classe jeune, avez-vous l'impression que cette classe jeune-là, il est facile pour elle d'entreprendre sur le plan agricole? Quels sont les outils qu'on devrait avoir lorsque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat agricole? Alors, pour faire ici, merci encore pour la question. Peut-être déjà rappeler que sur le plan continental, au niveau africain, le secteur agricole est à l'origine de 32% du PIB africain. C'est une chose à rappeler, mais pour revenir maintenant au cas du Cameroun, la problématique du Cameroun, elle est simple, c'est la limite de productivité, c'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et comme on ne produit pas assez, on ne transforme pas assez, et qu'on ne se déploie même pas dans la transformation, ce qui est une erreur stratégique, eh ben on a plombé le seau du continent du Cameroun. On a plombé le seau du Cameroun. Dans la mesure où, parfois ici, je suis un ingénieur minier. Nous, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie de procédé, qui consiste à prendre des minéraux, des pierres, et puis à transformer. Ça, c'est 90 éléments minéraux. Cette ampoule électrique, il faut 7 éléments minéraux pour l'avoir. Mais pour arriver à ce niveau de travail, il faut beaucoup de concentration. À chaque fois qu'on fait asseoir des chercheurs pour leur dire travailler, les gars disent qu'ils ont faim, qu'ils ne mangent pas bien. Ah bon? Quand ils rentrent, il faut prendre l'avocat. Ben, l'avocat, c'est 350, c'est 450, c'est 500. On est même en train de détruire, tellement on n'a pas réalisé la position stratégique de l'agriculture, qu'en réalité, même les cerveaux, il y a même des gens qui ont dit, vente affamée n'a point d'oreille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la jeunesse camerounaise de se déployer intellectuellement lorsqu'on ne sait même pas assurer qu'elle a suffisamment mangé ou qu'elle parvient facilement à manger. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué de manger au Cameroun. Et on met même encore sur la table la problématique de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons, parfois, ici? Qu'est-ce que nous mangeons?
Nous mangeons des produits chimiques, nous mangeons des choses qui nous rendent faibles, qui nous rendent aussi vulnérables que les populations européennes, tout simplement parce qu'on n'entreprend pas assez dans le secteur agricole. Maintenant, vous demandez à un jeune de se lancer dans l'agriculture. D'expérience, quand j'étais encore à l'École nationale supérieure des mines, il y avait un ami à moi, il s'appelait Yangon Paul. Alors, il avait l'ambition de se lancer dans la culture de l'oignon à Kaili. Le premier essai qu'il a fait, il a investi près de 500 000. Il a perdu du fait d'un certain nombre de... Dans l'EA, il y a la maîtrise du terrain. Hein. C'est-à-dire que, je le disais la dernière fois, toute connaissance qui n'est pas fruit d'une expérience n'est que pure information. Donc, il avait les documents, il voulait se lancer parce que le papa Paul a dit que c'est la terre qui paye. La terre ne ment pas. Il a dit qu'on va suivre le conseil là. Il a commencé, première fois, il a échoué. Deuxième fois, il a dit que non, c'est parce qu'il avait investi en faible capital, parce qu'il avait récupéré ses 500 000, mais il n'avait rien gagné. Il avait appris qu'il y a une différence entre ce que tu penses qui va se passer et comment ça se passe sur la terre. Il avait appris que tu peux ne pas confondre ou ne pas avoir la capacité de reconnaître les bonnes semences. On peut te frapper. Il avait appris que les insecticides peuvent venir et détruire ton champ, tu n'es même pas au courant. Il avait appris que si tu mets à disposition des fonds pour traiter un champ en retard, tu vas lire. Il avait appris plein de choses qui faisaient en sorte que le capital de 500 000 qu'il avait d'abord canalisé pour mettre là-dedans, tout son capital était fini. Il a fait une deuxième chose, je vais rester avec ce cas d'exemple qui m'a encore vu. Il me dit, Ibrahim, non, là je crois qu'il faut qu'on se lance. Je l'avais accompagné dans le premier cas, on n'a pas gagné. On est resté à récupérer seulement les fonds et puis il avait pris beaucoup d'endettement. Le deuxième fois, il fait un budget de 7 millions, il me dit, Ibrahim, ok, là, il faut qu'on lance les choses en grand. C'est du sérieux. C'est du sérieux, il faut qu'on fasse des oignons à Kaili. Je lui dis, ok. Mais moi, je n'aime pas, j'attends, parce que j'ai constaté qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique, mais je reste un ami. Alors, vas-y. Et mon gars s'est levé, il a mis des choses sur pied, il a mobilisé 7 millions. Et malheureusement, là, il a tout bien donné. Cette année-là, le prix de l'oignon a chuté, le sac est passé à 5 500. Oh là là. Et il a été endetté de moins 3 millions. Là encore, il a appris une autre dimension, c'est l'espace du marché du secteur agricole. La fluctuation des coûts d'une matière première sur le marché. Et donc, si vous me demandez pourquoi est-ce qu'il faudrait que les jeunes aient pour pouvoir se lancer dans l'agriculture, parfois ici, il faut d'abord véritablement une formation adéquate pour ça. Il faut que les aînés, les élites, ceux qui sont avancés, acceptent de tenir la main des cadets. C'est pas parce qu'on a dit que vraiment la terre ne ment pas, que tout le monde va se lancer sans avoir aucune expérience ou aucune connaissance de comment est-ce qu'on fait pour gérer les choses agricoles. Donc honnêtement, parfois ici, je vais faire l'agriculture plus tard, mais j'apprends encore au travers des gens qui savent de quoi il est question. Merci Ibrahim. Il y a Joseph qui veut absolument réagir. Allons-y Joseph. Je voulais justement réagir parce que moi je viens de voir un très bon business. C'est un business parfait. Le business des oignons. Mais non, pas les oignons. Le monsieur, c'est Nyangono, c'est ça? Non, mais il vient de faire une très belle affaire. Une très belle affaire en restant avec les dettes de 3 millions. Commençons au début. Première fois qu'il essaie, il met 500 000, il récupère 500 000. Mais c'est un génie. Comment tu fais d'essayer une chose pour la première fois, tu récupères ton investissement? C'est un génie. Et ce qu'il a appris en faisant cet essai compte plus que celui qu'il a appris à l'école. Parce qu'on a bien dit tout à l'heure que la théorie n'a rien à y voir avec la pratique. Et j'insiste pour dire que Yangon, c'est quelqu'un que son père a élevé au village. Parce que quand on a même fini les études, le gars dit que je suis au village, je vais aller faire la tomate. Maintenant, il fait les hectares de tomates. Je lui demande c'est comment, il dit que gars, ça n'a pas donné comme j'ai voulu dire que continue, persévère. Ça va, c'est malchanceux. Mais c'est même pas sur le côté qu'il est malchanceux. Je veux juste soulever un petit point. L'entrepreneuriat reste un mystère qu'il faut percer. Rien n'est jamais exact en entrepreneuriat. Faites les études que vous voulez, voyez n'importe qui, ça reste un mystère. Ça ne va pas se passer comme on a prévu. Ça ne va pas toujours se passer comme on a prévu. Mais la seule chose qui fait réussir dans cette affaire, c'est de faire. Très bien. C'est de faire. Pierre Bleurung, nous avons connu le cas au Cameroun avec nos frères et sœurs de la laitier. C'est cet exemple qui me vient en tête. Ils ont commencé il y a une vingtaine, voire même une trentaine d'années, à se lancer dans la culture de la tomate et du piment. Et pour bon nombre d'entre eux, ça a été un très grand succès. Un très grand succès au niveau justement de la laitier, des étaunes. On a vu des jeunes gars étaunes avec leur culture de tomates et de piments qui achetaient même des cars de transport qui roulaient entre guillemets carrosse. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est peut-être pour dire que
est-ce que nous ne pourrons pas nous lancer avec peu de moyens au niveau de l'entrepreneuriat agricole et finalement devenir un très très grand agriculteur? Bon, parfois ici, je vais prendre tout l'orgueil que j'ai pour vous dire qu'en fait, les gens parlent là d'un domaine qu'ils ne connaissent pas. Hein. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez encore vu les jeunes étoiles s'en sortir? Bon, regardez bien. Enquêter. Regardez bien. Est-ce qu'ils achètent encore les cars? Pas vraiment. L'agriculture est très très mal organisée au Cameroun. Et je ne conseille pas à un jeune qui a ses petits argents d'aller dans l'agriculture. Ah bon? C'est si mal organisé qu'actuellement, si tu veux faire de l'agriculture, tu dois être quelqu'un qui est riche, qui fait de l'agriculture par plaisir. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Au niveau du ministère, il y a des projets qui doivent accompagner les agriculteurs d'une part. D'autre part, il y a des communautés qui se sont mises ensemble pour créer le dumping. Ça veut dire quoi? Si vous faites vous faites un champ de bananiers plantains, Zambo disait 4 hectares, c'est pas petit. C'est les faux hectares du village. Non. Un jeune n'a pas les moyens de faire 4 hectares. C'est déjà même 4 hectares, si, bon, ça, au village, on te trompe. Non, l'hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 4, c'est 40 000 mètres carrés. Il faut d'abord hériter de suffisamment de terre pour que tes frères te laissent 40 000 mètres carrés. Alors, on plante combien de rejetons sur 40 000 mètres carrés? On plante à peu près 1200 par hectare. Et fois 5, ça fait, vous êtes dans les 5 000 rejetons. 6 000. Fois 5, c'est 5 000, 1200 fois 4. Fois 4, on dit 4 hectares. Vous êtes dans 5 000 rejetons. Parfait, ici. On vous vend le rejeton entre 125 et 150. Vous devez le transporter parce qu'on ne vous le vend pas là où vous... Si vous faites ce qu'on appelle le compte d'exploitation, par hectare, vous allez débourser 2 millions. Pour gérer donc 4 hectares, il vous faut 8 millions de francs. Vous allez les prendre. Mais quand vous avez fini de trouver les 8 millions, vous trouvez qu'il y a un projet qu'on avait financé, je ne sais pas où, à Vendemenkwet, et ça produit là-bas. Ils ont fait baisser les prix du bananier, de la banane plantain. Vous qui avez fait un compte d'exploitation qui vous disait que vous aurez 12 millions de bénéfices, vous vous retrouvez à chercher 5 millions sur les 8 que vous avez dépensés. Vous voyez ce que je vous explique? Donc, comme les projets d'accompagnement ne sont pas bien structurés, ceux qui vont avec leurs propres moyens auront de la peine à faire la concurrence au marché. Parce que je vous prends un exemple. Je suis producteur de poulet. Vous produisez un poulet à terme à 3100 francs. Vous arrivez au marché de Vogada, vous trouvez qu'on vend à 2800. Vous faites quoi de votre poulet que vous avez produit à 3100 francs? Ici. Vous vous demandez si les gens qui vendent à 2800 nourrissent les poulets avec les pipis des chiens. Vous comprenez? Mais ils ont de plus gros poulets que les vôtres. Hein? Donc vous ne pouvez même pas vendre à 2800. Vous devez vendre à 2500 si vous voulez vendre. Alors que vous avez produit à 3100 francs. Donc je crois qu'on doit revoir le travail qui est fait au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est pas très bien coordonné. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, l'État n'a pas encouragé l'agriculture. Vous savez, il y a une mentalité pour être agriculteur. Ce n'est pas la mentalité de ville. Vous ne pouvez pas donner tous les outils de la ville, les téléphones Android, les ceci. Les jeunes, ils ne peuvent plus faire l'agriculture. Ils passent le temps à regarder les vidéos de Balthazar. Ils ne peuvent plus. Mais on va pas rester sans téléphone. Non, je vous assure, il faut que vous compreniez. Il y a besoin de luxe et loin de ce genre de choses. Pourquoi vous verrez qu'à une certaine époque, on avait l'ONCPB, n'est-ce pas? À l'époque d'Amadou, pourquoi l'agriculture prospérait au Cameroun? Parce que le Cameroun était encore rural. Ce qu'il fallait faire, ce que l'État du Cameroun aurait dû faire, c'était de créer des villes tampons pour garder les jeunes dans les villages. Il n'y a plus de jeunes dans nos villages. Qui va faire l'agriculture? C'est les grands-mères, les vieux qui sont restés là-bas. Donc, l'agriculture devrait se faire là-bas et les villes tampons, les gens devaient progresser, s'arrêter au niveau des villes tampons et retourner. Tous les jeunes qui auraient dû faire l'agriculture font la moto à Yaoundé. Quand vous voyez la quantité de mototaximans garés dans un carrefour, vous voyez autant d'agriculteurs perdus. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est très mal organisé. Ça devrait être un vrai levier. Malheureusement, quand vous venez de voir un secteur qui prospère en agriculture,
Vous vous lancez tout de suite parce qu'on vous a dit que la tomate prospère. Allez, vous allez. Vous avez tel investi 10 millions, il a eu 60 millions. Vous rentrez. Mais c'est au moment où vous rentrez que vous trouvez que, bon, le ministère de l'Agriculture, lui, il a décidé de subventionner la tomate à l'ouest. Vous voyez pas les camions qui passent là et vendent les cajots de tomates. 3500. Vous n'êtes pas dans... Mais parfait, moi j'ai fait dans ça. Quand vous avez fini de produire, il vous faudrait vendre votre cajot à 6 000. Vous trouvez que les gens qui marchent avec les camions dans toute la ville à 2500, vous faites quoi de votre tomate? Vous devez la vendre à 2500, sinon moins. Donc, je dis, c'est mal organisé. Quand on veut accompagner les agriculteurs, il y a des techniques particulières. Les secteurs qui ne sont pas subventionnés, on laisse les gens se battre avec leurs propres moyens. Mais quand un secteur est subventionné, on subventionne ceux qui sont capables de produire un certain type, une certaine qualité. Très bien. Merci, Blériot, pour cette prise de parole qui allait d'être une démonstration. Mais lorsque vous le dites, j'ai peur qu'on ne découragez plus d'un jeune. Parfait ici. Regarde ce matin. Parfait ici. Je crois que nous sommes en train de blaguer. Attendez, accordez-moi une minute. Ça, c'est une vidéo toute récente. Je vais vous faire voir. On vient de me l'envoyer. C'est mon champ de gombo. Je vois. Après ça, vous verrez le champ d'ananas. Pour faire un champ d'ananas et l'entretenir normalement, il vous faut par hectare 3 500 000. Si vous en avez 4, il vous faut 14 millions. Si vous faites l'ananas traditionnel, vous sortirez les petits trucs comme ça, qu'on vend à 75 en food. Donc, moi, je ne vais pas vous... Si vous voulez faire de l'agriculture, il faut avoir les moyens. Merci. Vous ne voulez pas que je vous dise, bon, allez donc, allez faire. Allez. Allez faire, allez. Oui, je vais réagir parce que on a la grâce quand même de faire dans beaucoup de choses. J'en ai fait aussi et je fais. Mais je dis que... Vous avez fait dans l'agriculture. Je fais dans l'agriculture. Pour ceux qui connaissent bien Guazip chez moi, ils pourront l'attester. Je dis que le problème que nous on a, nous, les entrepreneurs, parce que moi je parle en tant que celui qui est au sol avec les jeunes. On n'a pas encore de poids parce que nous parlons encore de 1, 2, 3, 4 hectares. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Là, c'est encore un peu artisanal. Quand on parle de l'industrie, on est à des... Le problème, c'est qu'on est dans un même village. Celui-ci a 3 hectares d'ananas. L'autre-ci a 2 hectares d'ananas. L'autre a, l'autre interdit l'autre d'aller voir l'autre et tout. Vous avez un 50 hectares d'ananas, chacun est seul dans son truc et il ne va entendre rien de personne. Si lui part mardi en ville, moi j'irai mercredi. Vous ne bloquez pas le marché. On parle de l'économie de communion. C'est ça qui fait que la voix des entrepreneurs pèse. Vous êtes capable de porter le marché, de diriger le marché si jamais on agit à des grands espaces et à des fortes communautés. Tant que nous sommes encore individuels sur 2 hectares d'ananas, 3 hectares de riz, vous ne valez encore rien sur le marché. Vos convois ne comptent même pas. Vous ne pesez pas. Vous n'êtes même pas une préoccupation pour ceux qui décident. Parce que c'est pas encore intéressant. Je vous ai dit qu'un jeune ne peut pas faire 4 hectares d'ananas. Non, on en a 4 hectares. Non, je vous dis qu'un jeune ne peut pas faire et entretenir 4 hectares d'ananas. On n'est pas vieux, monsieur Niemek. On en a plus de 4 hectares d'ananas. Plus. Mais merci. On agit en économie de communion. C'est plusieurs jeunes. Ah, c'est plusieurs jeunes qui ont 4 hectares d'ananas. Oui. C'est un jeune qui a 4 hectares d'ananas. Non, plusieurs. Et c'est ça que nous on encourage. Que plusieurs jeunes puissent se mettre pour chercher, pas 4, chercher même 50 hectares. Et c'est où nous commençons même à obliger les communes à nous accompagner, à nous fournissant des espaces, à nous fournissant des lieux, et on a l'accompagnement de nos parents, nos mamans dans les villages, et j'ai dit on est capable de bien plus si on agit à des communes de communion. Parce que je reste convaincu que si 20 jeunes mettent sur pied 100 hectares, et que les 100 hectares ont des difficultés où il manque simplement l'apport du gouvernement, je pense qu'eux-mêmes ne trouveront pas intérêt que ce projet-là échoue. Parce qu'il s'agit quand même de 100 jeunes. Il s'agit d'une réalisation pratique. Si les 100 arrivent dans le ministère de l'Agriculture et disent, monsieur le ministre, voici notre champ qui est en train de périr ici. On a besoin de ceci. Ça serait une préoccupation à ce moment. Mais si les 100 jeunes, chacun a 1 hectare individuellement et chacun même est en train de jeter les choses que le champ de l'autre échoue, en ce moment, vous ne valez rien.
Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, je suis un jeune Camerounais qui fait dans la vente en ligne des accessoires électroniques. Voici un appareil qui pourrait mieux vous aider à lire les messages dans votre téléphone pour éviter le mal des yeux à la longue. Oui. Décidément. Oui, les gens sont décidés. Vous avez décidé à m'aider, hein? Mais vous aider seulement en donnant l'information. Ouais. Moi, j'attends vos appareils là, ici pour que je n'ai pas mal aux yeux. Ça ne sert à rien de me dire que voici un appareil. Donc tu me le vends. Moi, je fais des dons. Alors, on prend un autre message. Hein. Cherchons des messages où on parle de l'entrepreneuriat agricole. Bonjour, le Kanja de la modération. Faites dans des cultures telles que maïs pour être sûr que votre production ne souffrira de rien. C'est Arnold depuis Simbok qui envoie donc ce message. Bonjour, le panel. L'agriculture peut être bien, mais il faut avoir une personne ressource pour vous accompagner. C'est pour cela que je vous exhorte de rechercher Monsieur Mendo Luther, expert en agriculture. C'est pas une publicité, mais je vous le dis, avec lui ça marche. C'est un jeune entrepreneur dans ce domaine qui s'est formé et aujourd'hui présente une expérience à nul autre pareil. Monsieur Niemek, quelqu'un vous dit, et qui sont plusieurs jeunes qui ont 4 hectares d'ananas, et plus, vous vous dites non. C'est toujours parce que vous êtes un homme supranaturel que vous répondez de la sorte. C'est Memba de Mvorada. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un jeune ne peut pas avoir 4 hectares d'ananas. Autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la thématique du jour, à savoir si l'Afrique doit-elle miser sur l'agriculture, eh bien, mon point de vue est que oui, l'Afrique peut miser sur ce secteur, car le monde entier ne vit ou n'existe qu'en grande partie avec ce secteur. L'être humain a toujours besoin de se nourrir pour vivre, mais nous, Africains, n'avons pas encore intégré cette notion. Et je suis du même avis que M. Niemek. Face à ce qui concerne ce secteur au Cameroun, c'est très très compliqué. Moi, je suis une jeune femme qui a eu à investir sur ce secteur dans le domaine des tubercules. Je suis jusqu'à ce jour sans accompagnement. Je suis sur mes propres fonds et je n'y arrive pas à transformer en raison de manque de moyens. Alors, je suis jusqu'à nos jours dans le système de planter, récolter et vendre. Merci à vous pour cette thématique. Je tiens aussi à préciser que tout dépend de quel secteur agricole on se lance. Face au point de vue de M. Niemek, on peut commencer tout petit et par la suite évoluer petit à petit. C'est Jeanne de Douala qui envoie cette préoccupation. Allons au 228. Hein. Le 228, c'est quel pays là, Blériot? Le Togo. C'est le Togo. Que dit le téléspectateur du Togo? Bonjour, El Perfecto et à tout le panel. L'entrepreneuriat agricole au Cameroun est essentiel pour le développement économique et social du pays. Grâce à sa diversité climatique, le pays peut cultiver une variété de produits, ce qui peut améliorer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations qui nous tirent vers le bas. Ce secteur offre de nombreuses opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. Cependant, l'accès au financement reste un défi important. De ce fait, je suis d'accord avec Blériot qui a fait une analyse froide, claire et brillante, digne d'un consultant international qu'il est. Wonderful. Il continue en disant, en surmontant cet obstacle principal qui est le financement, à travers la bonne politique, l'entrepreneuriat agricole peut devenir un moteur de croissance durable pour le Cameroun. C'est Yohan Asonkwe depuis Lomé au Togo qui envoie cette préoccupation. Ibrahim, nous avons un petit débat sur cette table. Hein. C'est une affaire de moyens, une affaire d'argent. Blériot pense mordicus que pour faire une agriculture, une véritable agriculture, il faut avoir de l'argent. Comment on l'appelle, Joseph Zambo, lui il a une autre approche, il pense plutôt que les petits agriculteurs peuvent s'unir et constituer une force. Il y a une autre thèse, hein, et qui pense que on peut aller petit à petit. Donc peut-être commencer par 1 hectare,
2 hectares, 4 hectares, et on arrivera un jour à 100 hectares. Je vous passe la parole pour analyser un peu ces courants de pensée. D'accord. Je vais commencer par la première, celle de Blériot. Parfois ici, l'argent répond à tout. Il faut de l'argent pour réaliser un certain nombre de choses. Et en fait, sa thèse n'est pas très éloignée de la thèse de Joseph Zambo, parce qu'en réalité, Joseph Zambo convoque surtout un problème d'organisation. Et convoque le fait que puisque un homme n'a pas la capacité de mobiliser des ressources financières, ou du temps, ou de la main-d'œuvre, pour gérer 4 hectares, 40 hectares, 50 hectares, il estime qu'il serait intéressant qu'il y ait une sorte de mutualisation des efforts, afin que celui qui était capable de gérer un champ de 2 hectares, parce qu'il a au moins l'argent pour gérer un champ de 2 hectares. S'ils sont 20, ça fait 40 hectares qu'ils peuvent gérer. Concrètement, c'est la même chose, mais c'est dit de manière différente. Donc, et je pose les deux approches et les deux thèses. Je ne trouve pas une contradiction entre ce que... il n'y a pas de contradiction fondamentale. Il n'y a pas de contradiction fondamentale. Ok? Quand Yemet lui il parlait d'un jeune qui est dans l'écosystème camerounais qu'on connaît, avec les limites financières qu'on connaît, et c'est évident que c'est pas possible de se lancer à ce niveau-là. Et lui aussi, il parle des jeunes, il est sur le terrain, et il pense qu'il faut mutualiser les efforts. Donc les experts de ce matin ne sont pas en train de se contredire ou de s'envoyer des balles comme certaines personnes voudraient l'analyser. La troisième thèse, on va petit à petit, oui, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Oui, c'est vrai. La foi, il y a la fidélité dans le petit. Mais il faut avoir aussi l'intelligence. Je pense que Dieu a donné la foi et il a ajouté l'intelligence, pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle il l'a faite. Du temps, à ce que vous commencez, moi je sais pas, je vais prendre quelqu'un a dit le maïs c'est quoi, 3 mois? Oui, il a dit que pour le maïs, difficilement on échoue. Difficilement on échoue, bon, ok. Je regardais les infos récemment, il y a une famille, la ville les a tellement tapés qu'ils sont rentrés au village. Et ils ont commencé à faire les champs, et puis ils ont commencé à faire petit à petit, et à cette date ils sont à 3 hectares de terrain, de champs où ils font les condiments, le gombo, le meseb et tout ça là. Et ils disaient que c'est avec ça qu'en fait qu'ils parviennent à gérer leurs 4-5 enfants. Moi je n'appelle pas ça de l'entrepreneuriat, j'appelle ça de la survie. Ils doivent survivre pour prendre soin de leur famille. Le petit à petit là, en étant seul, va te permettre de manger, mais elle ne va pas te permettre de dire que tu es un entrepreneur de renom. Donc je pense vivement qu'il faut commencer petit, mais il faut avancer avec des gens. Il faut surtout une organisation qui permette que tu puisses éclore. Très bien. Je repasse la parole à Blériot. Blériot, parlons un peu de l'ordre gouvernant. Vous avez commencé à parler tout à l'heure du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. J'ai appris que de ce côté-là, il y a plusieurs projets. Il y a ce qu'on appelle des subventions. Mais pour le cas du Cameroun, est-ce qu'il y a une bonne communication par rapport même aux subventions? Est-ce qu'il y a une certaine visibilité pour pouvoir en bénéficier du côté du ministère de l'Agriculture? Est-ce que le ministère de l'Agriculture, de manière claire, de manière pertinente, assiste les véritables agriculteurs au Cameroun, surtout ceux qui sont au niveau de la classe jeune? Ce serait dans un ministère juste, honnête et non corrompu, ce qui n'est pas vrai souvent au Cameroun. Parfois ici, je voudrais préciser quelque chose. Allez-y. On peut parler d'une chose dont on entend parler. Que les gens font comme ça. Quand tu fais, ça donne comme ça. C'est dans la tête. Si tu t'engages dans ce domaine-là, tu vas croire qu'il y a les sorciers. Je vous prends une culture. Le ministère de l'Agriculture a les intrants. Oui. Il a des produits pour entretenir les champs. Oui. Mais très souvent, vous ne savez pas à qui on les donne. Les mêmes produits, vous les retrouvez sur le marché et ils sont très chers. Je vous dis que si vous faites votre champ, vous pouvez cultiver 4 hectares, ok, d'ananas. L'entretien du champ d'ananas, si vous n'avez pas de l'argent, vos ananas sortiront des petits trucs que vous ne... Est-ce que on saisit ce que je veux dire? Or, c'est là que le ministère devrait agir. C'est-à-dire vous donner ces produits-là qui permettent de bien entretenir votre champ. On ne sait pas comment ça se passe. Moi particulièrement, je ne les sollicite pas parce que j'estime que qu'on donne aux jeunes qui sont dans le besoin. Maintenant, on donne à certains jeunes sans vérifier qu'ils ont effectivement des champs. Et ils vont vendre. Je peux vous montrer des boutiques
où les gens ouvrent les boutiques avec ce qu'on leur a donné et eux, ils vendent aux agriculteurs. Voilà la difficulté. Tout est dans la corruption et autres. Maintenant, quand je veux encourager un jeune, je dis, va au village, lance-toi dans telle culture. Tu t'en vas. Tu peux défricher seul 4 hectares à ta main? Non, c'est pas possible. Tu vas devoir prendre les gens, non? Tu n'auras même pas 2 ans à tenir. Bon, quand tu vas prendre les gens, tu vas leur donner quoi? Les conseils? Tu vas abattre avec toi-même? Avec tes mains? Aujourd'hui, même au village, tout le monde connaît déjà l'argent. Avant, à l'époque de mon grand, on abattait un champ à 20 000. Ouais. Aujourd'hui, l'abattage d'un champ d'un hectare, c'est 75, 100 000. Le tronçonnage, c'est 150. Je dis que tout a été multiplié. Donc, si on voudrait qu'il y ait une bonne politique agricole, il faut déjà organiser les jeunes. Parce que les jeunes ne savent pas s'organiser par eux-mêmes. Il faut les organiser, les suivre. Parce que ce qu'on fait souvent dans ces ministères, c'est que tu pars, tu finis de signer les trucs. On te dit, signe ici. Comme c'est 15 millions, tu vas prendre d'abord 3 millions. Après, on va rester se partager le reste. Le jeune aussi prend les 3 millions là. Il disparaît, il ne fait pas de champ. Donc, ceux qui sont véritablement dans le domaine vont vous dire que, quand j'appelle ici, non, dans la zone d'Hawaï, ici, sur la route de l'Est, ne mettez pas jeunes en âge. Hein. Il y a des jeunes gens là-bas qui ont 40 hectares d'ananas. Jeunes en âge, même sont plus jeunes parce qu'eux, ils ont de l'argent. Moi, j'entends ici par jeune, quelqu'un qui se débrouille, dont les moyens ne sont pas suffisants, il va dégager 14 millions. Comment? De ses propres poches, ce n'est pas possible. Les jeunes qui se mettraient en la thèse de commencer petit, parfait. Quel est le risque de la thèse de commencer petit? C'est que si tu échoues une seule fois, ton capital est mort. Parce que tu n'as pas un autre petit qu'on va te donner. Mais si tu es accompagné, c'est quelque chose. Et puis l'autre versant de commencer petit, si tu fais ton champ pour reconduire ta force physique, tu crois que tu vas passer à 4 hectares comment? C'est-à-dire que si tu fais ton demi-hectare, ça te donne 2 millions. 2 millions peuvent couvrir tes besoins annuels? Pas du tout. Bon, l'ananas c'est 18 mois. Je parle donc là de 2 ans. 2 millions peuvent couvrir tes besoins sur 18 mois. Donc avant que l'année, tu vas prendre les autres millions pour aller au deuxième. Il faut être accompagné. Et le vrai accompagnement, pas l'accompagnement des bureaux. Parce que ces gens sont dans les bureaux. Ils envoient une part d'argent aux jeunes qui achètent même les motos. D'ailleurs, dès qu'on finit de lui donner les 3 millions. Mais bien sûr qu'il fasse quoi? On devait donner 15 millions, on en a donné 3. Avec les 3, il ne peut rien faire. Il achète la moto. Il achète la moto. Il reste sur le Kitoko. Ça fait même 5 motos. Hein. Voilà. Motos, là, il met dehors. Il met dehors, il reste tranquille. Oui, Joseph Zambo. Ok. Donc, j'aimerais vraiment présenter quelque chose. Et je voudrais que les agriculteurs qui me suivent essaient un peu d'aller dans le même sens que moi. Je dis bien ceci. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important en entrepreneuriat. Parce que l'argent doit servir à quelque chose. Et on peut avoir cette chose-là sans avoir l'argent de cette chose-là. Je m'explique. Pour faire, par exemple, du manioc, j'ai des boutures de manioc et j'ai besoin de terres. Dans nos villages, on nous loue des terres pour faire des cultures. À défaut de ne pas pouvoir acheter, on peut louer. Et il y a plusieurs manières de louer les terres dans nos villages. On peut ne pas louer la terre en argent, mais on peut compenser en donnant un peu de la récolte aux propriétaires de la terre. C'est la même chose pour défricher. Oui, un jeune ne peut pas défricher 4 hectares, mais un jeune peut défricher 1 hectare. Ça signifie que s'ils veulent défricher 4 hectares, ils n'ont qu'à être 4. L'intérêt, c'est quoi? J'ai 2 façons de payer mes collaborateurs. Je peux les payer en argent ou je peux les mettre dans le business. Je dis très bien, des jeunes engagés et motivés peuvent se mettre ensemble au village, chacun en son rôle, et de faire même 50 hectares. Je dis ce que je dis là, je dis si, il y a des gens en ligne qui peuvent écrire pour témoigner, parce que ça se fait dans des villages. On appelle ça le SAR. Dans nos villages, chez les bêtis, ils peuvent venir tous ensemble dans ton champ, ils te font un boulot terrible, mais le jour qu'eux aussi auront besoin de toi dans leur activité, vous partirez aussi tous. Et les gens défrichent des vastes étendues de terre. Les gens exploitent. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est parce que tu as fait 1 hectare. Si tu veux être une préoccupation importante, et même pour des banques, et même pour des financiers, il faut que tu sois à partir de 50 hectares en montant.
Parce que là, on sait que la vente serait importante. Une voiture peut porter ta marchandise gratuitement. Une entreprise peut financer même les produits de ton champ parce qu'elle attend qu'au niveau des ventes, je pourrais récupérer. Donc, si on s'organise bien, j'en ai monté un projet, mais le pire, c'est qu'après, ça a des appréhensions politiciennes où on peut réunir des jeunes, les communes peuvent réunir des jeunes. Nous sommes des formateurs d'entrepreneuriat. On parle dans ces localités, former des jeunes pour qu'ils soient capables de manager un projet commun. C'est l'économie de communion. C'est-à-dire les mairies peuvent le porter, disposer des terres, prendre ces jeunes qui ont le cap, le ceci, le cela, on les mobilise ensemble, on leur forme, on n'aura pas besoin de suffisamment d'argent. Il y aura un strict minimum à mettre à disposition, mais ces énergies-là pourront faire quelque chose d'intéressant. Vous êtes en direct sur Mardi Entrepreneuriat sur Espace Mini. Nous lisons encore quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour le panel. La société des plantations de Mbanga employait 1200 Camerounais. Elle a demandé en 2011 une subvention de 500 millions. Le ministre Motazeux, alors au Minepat, a donné son accord au Minfi de l'époque à la mine pour le déblocage. Mais Madame la DG de la SNI a bloqué. La SPM a fermé jusqu'à ce jour. Donc, quand le jeune sur votre plateau pense que 600 jeunes se regroupent, l'État va les aider, il se trompe. Ça ne se fait pas au Cameroun. C'est Salomon de Mbanga qui envoie ce message. Il n'y a pas que l'État, il y a les banques, il y a des financiers extérieurs. Autre message, bonjour Perfecto. L'agriculture est un vrai serpent de mer. Il est difficile qu'un jeune réussisse en agriculture au Cameroun. Ce que Niemek vous dit est juste. C'est Manbamoun depuis Maboun. Très bien. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto, c'est Monsieur Ngon Clarkson depuis Douala. Sans vous mentir, sans l'assistance de l'État, ça devient très compliqué pour s'en sortir, vu que premièrement, il nous faut des routes et également un contrôle strict des prix sur le marché. Si une personne vend un poulet par exemple à 2500 francs et l'autre vend à 3000 francs CFA, vous croyez vraiment que nous pouvons nous en sortir facilement? Le ministère de l'Agriculture doit revoir cela. Il nous faut un Price Control Commission bien structuré. Autre message ce matin, bonjour à tout le panel. Je suis un jeune Camerounais qui aime l'agriculture. J'en fais également. Mais rien que les conditions ou les changements climatiques sont d'un très grand handicap pour la réussite des projets raison pour laquelle je ne peux pas conseiller quelqu'un d'aller au village faire l'agriculture. C'est Abel de Kribi qui envoie ce message. Oh là là, mais le président Paul Biya avait dit que la terre ne trompe pas. Ici. Oui, Blériot. Le jeune vient de vous dire quelque chose. C'est pour ça que j'aime les gens qui sont sur le terrain. Il vous parle des conditions climatiques. Vous savez ce qui se pose aujourd'hui? Non. C'est qu'il vous faut créer un système d'irrigation de vos champs. Vous vous retrouvez en train de faire ce qu'on appelle les contre-saisons forcées. Parce que les saisons ne sont plus celles qu'on connaissait. Alors, quand vous avez fini de planter, pour irriguer 1 hectare, vous savez ce que vous investissez? Non. Près du 1 million de francs. Pour irriguer 1 hectare. Vous n'avez pas prévu cela. Vous avez prévu que c'est la nature qui allait vous envoyer l'eau. À tel moment, la nature n'a pas envoyé. Les cultures demandent déjà l'eau. Irriguer, ça veut dire faire passer les tuyaux dans tout un champ de 1 hectare. Et avoir une source, ça j'ai imaginé que vous avez une source d'eau. Parce que si vous n'avez pas une source d'eau, il faut créer un fourrage. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour cela que vous vous retrouvez donc avec des cultures qui ont desséché. Il faut être accompagné. Ça c'est clair. Si vous allez vous amuser là-bas, vous allez rentrer en ville. D'abord, on va vous mettre en cellule. Ibrahim, pour Blériot, il faut absolument être accompagné, sinon vous courez d'énormes risques. Ce qui est sûr, c'est que l'État joue le majeur à jouer dans cette dynamique. Est-ce que l'État joue réellement ce rôle? L'État a commencé, mais je pense qu'elle peut aller plus loin. Il peut aller plus loin. Par exemple, dans l'université de Bertois, j'ai regardé encore une émission récemment, il n'y a pas plus de 2 semaines que ça. On parlait d'une école d'agriculture à l'est du Cameroun, où on avait réservé, je pense, entre 200 hectares
et où il était en fait dans le programme préconçu que dès que tu finis les cours théoriques, avant de sortir de l'école, on a mis 500 mètres carrés à ta disposition, on doit voir ce que ça donne. Et l'objectif à la fin, c'est que quand tu finis de faire le champ d'agriculture sur les 500 mètres carrés qu'on t'a donné, les finances que tu parviens à avoir là, tu pars avec ça comme capital pour te lancer dans l'agriculture par la suite. Ça, c'est ce qu'expliquait le recteur de l'université de Bertois il y a quelques semaines. Maintenant, j'espère que ça sera effectivement fait jusqu'au bout. Parce que les bonnes idées, ça ne manque pas au Cameroun. Les intelligences, ça ne manque pas au Cameroun. Mais je pense qu'il faut encore augmenter le niveau. Enfin, ici, je voulais donner une de mes réflexions que j'ai menée en 2019, lorsque Covid a frappé et que nos enfants étaient contraints d'aller soit de midi, soit de matin. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens pouvaient fonctionner, académiquement parlant, en allant à l'école de 7h à 12h. Ils étaient initialement habitués à aller de 7h30, ils sortaient à 15h, 16h. Il y a même des écoles où on sort à 18h ici à Yaoundé, de l'école. Et on a mis des contraintes de restriction. On s'est dit, on va séparer les effectifs. Il faut qu'il y ait des gens, parce qu'on a mis des distances, qui vont faire les cours le matin jusqu'à midi, devant à midi. Mais le système a fonctionné. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les jeunes à partir du bas âge, pour ceux qui sont dans les villages ou dans les communautés qui sont encore fortement rurales, et qu'on dise, ok, on va faire en sorte que votre système scolaire, vous faites cours de 7h à midi. À 13h, on vous prend avec des camions, vous partez au champ. Vous allez travailler jusqu'à 17h la pratique du champ. Oui. Et on peut même décider qu'on va subventionner votre journée à 1500 pour les élèves comme ça. À la fin de l'année, écoutez, tu as tes 75 000 francs que l'État t'a donné en fait pour payer ta pension par la suite. Cela donne la plus-value d'une formation qui en même temps est théorique, mais également pratique si on veut véritablement élever le niveau au niveau agricole au Cameroun. Et je pense que c'est ce que les Chinois font. Nous tous, on est dans les réseaux sociaux. On voit comment les enfants sont en train de faire des pratiques. Ils commencent à faire des classes. Et nous, on est en arrière, on intègre par un système éducatif qui permette à la jeunesse camerounaise d'être capable à la sortie du parcours scolaire, du secondaire ou l'universitaire, de se lancer dans l'agriculture. Merci. Lisons encore quelques préoccupations de téléspectateurs. Good morning parfait ici et bonjour à ton panel, notamment aux jeunes qui parlent des projets agricoles. Que s'est-il passé avec la banque agricole dans tous les pays du monde? Quand un pays veut se développer, on commence par l'agriculture. Sauf qu'au Cameroun, on a fait croire aux jeunes que faire l'agriculture voulait dire qu'on a échoué dans la vie, ce qui est faux. Il y a bien des montages qu'on peut faire pour réduire le chômage en développant l'agriculture au niveau des jeunes. Et c'est signé Léon Amala Brooks qui envoie donc ce message. Prenons d'autres préoccupations de nombreux téléspectateurs. L'agriculture n'est pas un business de pauvres. L'État ne joue aucun rôle. Nous avons besoin de mécanisation et recherche sur les données climatiques du pays et leur impact sur les cultures. Par exemple, voyons la vague de sécheresse qui est passée par le Cameroun et a repoussé la saison de pluie vers octobre-novembre, ayant entraîné la baisse des récoltes. Bonjour parfait à ici. Juste pour dire que Blériot a parfaitement raison, je pourrais même dire extrêmement raison sur son analyse. C'est Guy de Hawaï Escalier. Guy d'Hawaï Escalier, oui, Blériot a raison, mais nous ne voulons pas vendre le pessimisme sur ce plateau. Allons-y, Joseph Zambo. Nous avons également plusieurs ingénieurs agricoles. Ils sont pour la majorité dans les bureaux au Cameroun. Que font les ingénieurs agricoles habillés comme moi dans les bureaux? Parce qu'ils aiment donc c'est l'éducation. C'est ça le problème. On a éduqué les gens. Quand je disais de laisser les gens au village, de créer les villes tampons, les gens n'ont pas saisi. Tout le monde va vouloir être comme ça. Et tout le monde va donc vouloir se développer. C'est l'agriculture qui doit développer le Cameroun. Mais qui fait ça? Chacun s'habille bien. Mais je pense qu'à cette question, Ibrahim a déjà répondu. À l'étranger, comme en France, par exemple, j'ai bonne expérience, il y a ce qu'on appelle les jobs en alternance, c'est-à-dire travail en alternance. Il y a même les foot écoles. Nous, on peut aussi avoir au Cameroun agri-école. C'est des très bons plans. Foot-études. Foot-études. Il y a ça en France. Quelqu'un fait de l'école et son club a d'abord une école, comme avec les systèmes. Une école classique. Voilà. Et en même temps,
En même temps, elle apprend à jouer au foot. Il joue au football. Et les notes de l'école peuvent influencer ta position dans le foot. On peut t'interdire d'aller jouer le foot si tu n'as pas les bonnes notes en classe. Du coup, on n'a pas de footballeurs qui n'ont rien dans la tête. Ils ont beaucoup de footballeurs qui sont intellectuels. Au Cameroun, on peut avoir les mêmes projets. Ça signifie que vous faites une école d'agriculture où de telle heure à telle heure, on fait cours et de telle heure à telle heure, on est au champ. C'est la pratique. Dans mon village, je suis en train de monter le même projet. C'est-à-dire, tu es capable de quitter de là. Si tu fais la pisciculture, toi-même tu as porté les poissons depuis la base jusqu'à comment est-ce qu'on fait pour aller vendre. Et ça fait en sorte que les ventes qui viennent de là permettent de subventionner. Je dis, à l'écran, on le fait. C'est-à-dire, tu ne payes plus ta pension scolaire. Et on te donne encore un petit minimum que tu peux garder dans ta poche parce qu'en réalité, tu travailles. Joseph Zambo, oui. Il y a quelqu'un qui te dit un bonjour bizarre ici. Hein? Bonjour perfecto, que monsieur Zambo arrête d'embrouiller les gens. Je doute qu'il soit vraiment sur le terrain. Comme il le dit, l'analyse de monsieur Blériot est claire. Pour faire l'agriculture, il faut avoir beaucoup d'argent. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir, à moins que tu ne fasses pour manger chez toi. Parfois ici, j'aimerais dire quelque chose. Oui, Ibrahim. S'il vous plaît, téléspectateurs, apprenez à écouter. N'entendez pas. Écoutez. Vous savez, la plus-value d'écouter, c'est qu'au-delà de ce que vous connaissez déjà, quand vous parlez, vous dites ce que vous connaissez déjà. Quand vous écoutez, vous parvenez à posséder ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. Au lieu d'écouter quelqu'un pour voir ce qu'il peut t'apporter en ajout de ce que tu connais, toi tu es seulement là pour le contredire ou le répondre. Ce n'est pas comme ça qu'on devient très intelligent. Tu es déjà intelligent. Maintenant, essaye de tirer quelque chose qui provient de l'intelligence de l'autre. C'est compris, hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Joseph Zambo, merci à Ibrahim, merci à Pierre Blériot. Notre objectif, c'est de susciter l'esprit d'entrepreneuriat dans nos corps, dans nos esprits et probablement même dans nos âmes. Mais maintenant, en y allant, il faut savoir comment y aller, il faut avoir un certain nombre de précautions, il faut avoir une bonne formation, il faut également avoir un accompagnement de l'État. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous ?